Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale FAQ, Frequently Asked Questions, ou bien foire à questions. Et oui, vous vous souvenez, j'avais posté une petite vidéo que j'avais tournée dans ma chambre où je vous avais demandé de poser toutes vos questions. Il est maintenant temps de répondre à ces questions. C'est parti! Puisqu'il faut bien commencer par une question, voici la première. Félicitations pour tes 1000 abonnés, tu dois être content. Quel effet ça te fait? Eh ben à vrai dire, je suis plutôt surpris parce que au début que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je n'avais pas du tout la vocation d'avoir autant d'abonnés. À la base, je faisais vraiment mes vidéos pour le plaisir. D'ailleurs, au-delà du fait que ma chaîne existe en 2008 et que je n'ai pas du tout commencé par filmer dans le domaine des parcs et des coasters, même au début, je postais vraiment mes vidéos plutôt comme ça, plus par plaisir de faire des vidéos, de les partager, que de récolter de l'audience. Mais bon... ça marche et maintenant ça me fait très plaisir de voir que vous êtes maintenant nombreux à suivre ma chaîne, à suivre mes vidéos et à suivre tout ce que je fais donc sur YouTube quoi maintenant. Tu vas gagner de l'argent pour les abonnés? Vraiment ce n'est pas le but, je n'ai pas de pub sur mes vidéos, je ne suis pas partenaire YouTube, je ne fais même pas ça pour gagner de l'argent, c'est vraiment un plaisir de faire des vidéos donc ce n'est pas prévu que je gagne de l'argent, que ce soit pour moi ou même pour les autres. Comptes-tu faire une rencontre abonnée? Eh bien, pour répondre franchement, l'idée en tant que telle ne me dérange pas. Moi, j'aime bien... ça ne me dérange pas forcément de rencontrer mes abonnés. Mais bon, déjà, vous êtes nombreux. Donc, à gérer, c'est pas simple. J'avoue que moi, j'ai du mal à gérer les très grands groupes. Et puis sinon, c'est moins drôle, mais il y a une législation, une loi, tout simplement, qui interdit les rassemblements de plus de 20 personnes. Et ça, c'est général, sachant que les différents lieux peuvent apposer leur marge. Alors, si on prend le cas de Disneyland Paris, par exemple, ça serait pas étonnant que les rencontres soient moins nombreuses. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur les parcs d'attractions? C'est une question un petit peu compliquée, mais on va quand même tâcher d'y répondre. Déjà, plusieurs d'entre vous me posent cette question-là aussi. À la base, j'aime bien faire des vidéos depuis assez longtemps, on va dire, depuis facilement 2005, voire 2006, enfin voilà. Mais bon, c'est des vidéos plutôt personnelles que je ne partageais pas, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres sites, c'était même des petits films scénarisés que je faisais avec un pote. Donc, depuis ce moment-là, j'aime bien faire des vidéos. Bon. Ensuite, quand je me suis inscrit sur YouTube en 2008, je postais des vidéos de musique, donc c'était pas des vidéos de moi, mais j'ai eu l'idée de poster des vidéos en 2010. Et donc pourquoi les parcs d'attractions? Donc je suis devenu fan de parcs d'attractions et de coasters le 31 octobre 2009, attention c'est précis, lorsque j'ai fait pour la première fois Space Mountain Mission 2, et que j'ai pas senti la dernière version et que le Sidewinder me semblait être un corkscrew d'ailleurs, mais bon ça c'est autre chose. C'est donc en faisant pour la première fois Space Mountain que je suis devenu fan de coasters et de parcs, et mes premières vidéos de parcs remontent à 2010, à l'été 2010, où je suis allé pour la première fois au parc Astérix en tant que coaster fan, et là j'ai réalisé ma première on-ride que j'ai eu envie de partager sur YouTube, et c'est à partir de là que j'ai eu envie de poster des vidéos d'abord de coaster sur ma chaîne, puis ensuite des vidéos de parc, et à partir de 2012 des vidéos sous un format qui ressemble un peu plus à ce qui ressemble aujourd'hui, avec tout d'abord les rock fans à Rock'n'Roller Coaster avec Ice, puis à partir de 2013 le format actuel d'Inrail à Disneyland ou dans un autre parc. Avec quoi filmes-tu, fais-tu les montages vidéo? Alors, je filme avec un petit appareil photo compact Canon SX230HS. Et donc voilà, vous voyez à quoi ressemble la bête, et vous ne rêvez pas, je viens de me filmer en mode Kikoulol dans une glace pour vous montrer mon appareil photo. Donc point de GoPro ou autre caméra à fixation pour les on-ride, je filme à la force du poignet et de la main. Et donc pour le montage, j'utilise un petit logiciel qui n'est autre que Windows Live Movie Maker, tout simplement, qui peut se télécharger gratuitement sur internet. Pourquoi tu fais moins d'on-ride qu'avant? Oh, des on-ride maintenant, j'ai un peu tout expérimenté. Que ce soit tous les coasters, un peu tous les rangs. Bon, il reste sûrement 2-3 trucs à faire, mais là, notamment à Disney, puisque je fais beaucoup de vidéos à Disney en ce moment, les autres parcs étant fermés. À Disney, j'ai fait le tour. Je pense que je referai certainement plus d'on-ride à la réouverture des parcs. Pourquoi ne fais-tu plus le même nombre de vidéos qu'avant? Voilà, c'est tout simplement l'inspiration qui n'y est plus en ce moment. Faut dire ce qui est. Avant, oui, je sortais un rythme de vidéo beaucoup plus régulier.
Mais maintenant, depuis janvier, il n'y a que Disney d'ouvert. J'avoue que Disney, moi, j'en ai un petit peu marre. C'est plus un parc qui me fait beaucoup d'effets, donc forcément, je suis moins inspiré pour faire des vidéos, donc j'en sors moins. À partir d'avril, le rythme va sûrement être plus régulier avec les autres parcs qui vont réouvrir. Quel est l'avenir de ta chaîne? Je ferme tout. Bien sûr que non, je ne ferme pas tout. Il n'y a pas vraiment d'avenir décidé pour ma chaîne, hein, directement. C'est ce format de vidéo qui va continuer, hein, des vidéos sur les parcs. Dans un autre style, des vidéos sur No Limits, No Limits 2. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment un avenir. En tout cas, il n'y a pas un changement de chaîne qui est prévu. Non, non. Est-ce que tu continueras ton format de vidéo en duo avec Trololo? Depuis que j'ai commencé mon nouveau format en 2013, d'InReal à Disneyland ou insérer un autre nom de parc, le format vidéo n'a pas vraiment changé. Ça reste des vidéos que je filme un peu au feeling, qui sont sur le parc. Donc il n'y a pas de grande différence déjà. Après, c'est sûr que depuis cet été 2013, Trololo a pris pas mal d'importance dans les vidéos. Donc le format en duo, si on peut l'appeler comme ça, ne va pas s'arrêter. Surtout en ce moment, oui, c'est vrai, je ne fais pas de vidéo tout seul, mais ça c'est aussi parce que Disney tout seul, ça m'inspire pas trop. Mais je pense qu'en avril, je me remettrai à faire des vidéos tout seul, sans sacrifier des vidéos avec Trololo, bien sûr. Comptes-tu refaire des vidéos gaming? Entre parenthèses, j'espère que non. Sinon, vas-tu acheter le logiciel No Limits 2? Oh, Fermi Boros, il peut pas apparaître. La réponse est simple, non, je ne referai pas de vidéo gaming. Non pas parce qu'il y a eu un essai qui a été complètement raté, et tout simplement que ce n'était pas prévu dès le début. C'est vrai que j'ai fait cette vidéo, je me suis dit, ah, allez, on peut la mettre, ce sera la seule que je mettrai qui sera un peu différente. Ça n'a pas marché, bon. Mais il était déjà prévu avant que je ne convertisse pas ma chaîne en vidéo gaming et qu'il n'y en ait donc pas d'autres, même à très rares occasions. Et puis là, maintenant, avec ce qui s'est passé, je peux dire je ne ferai plus de vidéo gaming. Pour ce qui est de No Limits 2, là par contre c'est très différent parce que entre temps, je me suis acheté le logiciel. Et oui, à la base, j'attendais de pouvoir me le procurer d'une façon un peu moins légale. J'attendais un crack, hein, disons ce qui est, et finalement, c'est moi qui ai craqué. Et donc, j'ai acheté le jeu de manière parfaitement légale. Et je m'amuse déjà comme un petit fou dessus. Comment et combien de temps tu mets pour préparer les trips dans les parcs? Eh ben ça dépend des parcs, parce que pour Disney, Astérix c'est à côté, donc on peut se dire « Oh, je suis un peu fatigué, je m'ennuie, et si je fais un petit Astérix ?» Bref, c'est facile. Pour les parcs plus loin, oui, ça demande un peu plus de préparation, mais pas trop non plus, hein, c'est genre, ça peut être genre un mois à l'avance. Parfois un petit peu plus, parfois un peu moins, mais bon, ça tourne autour d'un mois, quoi, pour préparer... Vraiment un gros truc. Est-ce que tu retournes souvent à Disneyland juste pour le parc ou est-ce que tu as un côté fan Disney en général? Et si oui, quels sont tes films Disney préférés? Alors, si je retourne souvent à Disneyland, c'est clairement pour le parc. Je l'avoue, je ne suis pas Disney fan. En tout cas, je ne me considère pas Disney fan. Après, je retourne essentiellement pour le parc, essentiellement même pour les attractions, je dirais, hein, plus que pour le reste du parc. C'est vraiment le côté... coaster fan même qui ressort, et encore qu'à Disney les coasters ne sont pas exceptionnels, c'est peut-être pour ça que j'en ai un peu marre en ce moment. Mais sinon, même si je ne me considère pas Disney fan, j'aime quand même bien les films Disney, donc j'ai quand même mes préférences. Alors en ancien Disney, c'est Aladdin, mon préféré. Sinon, les productions Pixar en général, que j'aime bien. Et en Disney récent, je l'avoue, j'ai eu un gros coup de cœur pour Les Mondes de Ralph. Pourquoi voulais-tu tuer les Disney fans dans ta dernière vidéo? Le parc Astérix, c'est bien! Plus sérieusement, bon déjà, comme je l'ai dit avant, je ne suis pas Disney fan, donc c'était plutôt une remarque humoristique dans la vidéo, un peu exagérée. Bon, voilà. Donc je ne suis pas Disney fan, pourquoi? Parce que en fait, le côté, la magie, la féerie Disney, moi, ça prend pas sur moi. Je vais dire ce qui est. Moi, ce que je recherche quand je visite un parc, c'est vraiment les rides. Donc pour moi, un bon coaster, c'est avant tout un coaster intense. Et pour ce qui est de la thématisation, si un bon coaster thématisé sera toujours mieux qu'un bon coaster non thématisé, un coaster trop thématisé,
j'aime bien quand on voit les rails quand même. Oui, moi le côté impressionnant des rails qui sont au-dessus de nous, en dessous de nous, qui tournent dans tous les sens, qui font des inversions, bref, ça a quelque chose de beau. Bon, je suis un peu taquin avec les Disney fans, mais bon, on ne va pas oublier que en hiver 2013, j'ai eu ma période où moi-même j'ai été plus Disney fan que d'habitude. Pourquoi fais-tu beaucoup moins rock qu'avant? Tout simplement que je ne suis plus rocker. Je fais moins rock tout simplement parce que ce coaster ne me fait plus autant le même effet qu'avant. Je veux dire ce qui est. Mon côté rock fan qui était extrêmement prononcé les années précédentes s'est envolé. Et donc je ne suis plus rock fan, du moins très peu. Je reconnais que rock est peut-être l'un des coasters qui a le plus de potentiel à Disney. C'est le coaster à sensation le moins douloureux, le plus fluide. Et au début, il a quand même son lot de sensations bien sympa. Mais bon, que 10% du parcours d'intéressant sur les 90% restantes, et comme je disais dans une de mes questions précédentes, la théma ne fait pas tout, même si c'est l'une des raisons pour laquelle j'aimais beaucoup rock. Et d'ailleurs, une partie de la théma de rock a été reproduite dans ma chambre. Quand vas-tu refaire RNRC? Il n'y a pas de date prévue, hein. J'ai même déjà commencé à le refaire. Je le fais certes beaucoup moins qu'avant, mais je continue à le faire de temps en temps. Et d'ailleurs, pour ma prochaine vidéo, il y aura un peu de rock. Voilà. Mais donc, il n'y a pas vraiment de réponse précise d'une date où je vais vraiment me remettre à faire rock, ou même si je vais... Il n'y a pas une date où je vais me remettre à faire rock comme avant, à fond rock fan. Était-ce bien toi le dingue qui dansait sur toutes les musiques de la file d'attente de l'attraction Rock'n'Roller Coaster? C'est bien moi. Enfin, ça c'était avant, puisque maintenant, au-delà du fait que je ne fais plus Rock'n'Roller Coaster comme avant, le peu que je le fais, je ne danse plus dans la file d'attente. Mais oui, c'était moi. Voilà. C'est vrai qu'il y a encore quelques vidéos qui se retrouvent sur YouTube, pas sur ma chaîne bien sûr, c'est pas moi qui filmais. Et sinon, maintenant, je préfère danser plutôt chez moi et sur d'autres musiques. Pourquoi ne filmes-tu jamais dans The Terror Tower? The Terror Tower? Mais parce que cette attraction n'existe pas? Tower of Terror. Oui, puisque c'est ça l'attraction que tu voulais sûrement dire. Tout simplement que c'est pas autorisé. On n'a pas le droit de filmer en on-ride dans la tour de la terreur. On a déjà assisté à quelqu'un qui voulait filmer on-ride pendant qu'on faisait le ride avec eux, ça a coupé le spill. Et quand on est visiteur classique, l'air de rien, ça casse tout. Et autant on aime bien filmer dans les attractions, mais pas gâcher l'expérience des autres pour autant. Et sinon, la tour de la terreur, hein, le Tower of Terror, c'est une attraction que je ne fais presque pas, tout simplement parce que je n'aime pas trop. As-tu l'intention de refaire des vidéos avec Ice? Non. Que s'est-il passé avec Ice? Ice ça veut dire glaçon et il a fondu. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé? On va faire simple, c'est compliqué. Donc je ne vais pas donner de détails. Il y a juste eu une grosse embrouille. Et on ne se parle plus. Et je n'ai pas l'intention de lui reparler. Voilà. Comment en connais-tu autant sur les coasters? Là, quand on est passionné, on va chercher l'information un peu à droite à gauche pour vraiment être bien renseigné sur le sujet. Donc, pour faire simple, quand je suis devenu coaster fan, c'est-à-dire le 31 octobre 2009, vu que ça m'a tellement passionné, c'était vraiment the déclic, je suis allé chercher des informations un peu partout. Donc tout d'abord sur Wikipédia, qui m'a quand même appris les bases pour les noms d'inversion. C'est bête à dire, mais Wikipédia était pas trop mal renseigné. Ensuite, j'ai trouvé un site qui s'appelle Coaster World, et c'est là que j'ai trouvé la plupart des informations sur les coasters. Alors c'est un site où je suis inscrit, où je ne participe plus maintenant, mais que je continue à suivre pour suivre notamment les nouveautés, les coasters qui se construisent, que ce soit en Europe ou même à l'international. Voilà, je continue à suivre Coaster World pour l'actualité coaster. Ton constructeur de coaster préféré est celui que tu détestes le plus, et pourquoi? Mon constructeur de coaster préféré, BM! Et celui que je déteste le plus, Zamperla. Pourquoi? Parce que Zamperla, sur tous les coasters que j'ai testés de leur marque, ils ont fait que des merdes. Intamin ou BM?
Comme j'ai dit dans la question précédente, mon constructeur préféré est BM. Maintenant, pourquoi? Bah tout simplement parce que BM, c'est trop classe. Plus sérieusement, les coasters BM sont tous très fiables, très fluides. Je ne connais aucun BM qui est foiré. Alors après, on me dira, j'en ai testé que 2. Oui, certes. 2 très bons, mais vraiment, même des avis que j'ai lus, parce que je lis aussi des avis. Mais dans quel cas je le précise, parce que je n'aime pas donner mon avis sans dire que c'est un avis sur un coaster que je n'ai pas raidé. Mais donc dans tous les avis que j'ai lus, tous les BM sont très bons, au pire, moyens. Mais il n'y a pas de mauvais coaster BM. Et aussi les rails BM sont trop beaux. Mais sinon, Intamin est un très bon constructeur, c'est mon deuxième constructeur préféré. Intamin, on va dire que c'est plus audacieux, il tente plus de choses, donc il y a un côté innovation qui est un peu plus senti que dans BM. Mais derrière, derrière Intamin n'a pas fait que des réussites, ils ont fait aussi des gros plantages, comme Intimidator 305 où ils ont dû retravailler tout le premier virage pour que ça devienne un coaster qui marche correctement, ou tout simplement notre Indiana Jones local qui n'est pas vraiment un Intamin comme on pourrait le croire en entendant le nom du constructeur. Quel est ton coaster préféré? Eh bien mon coaster préféré, il s'agit tout simplement de Expedition GeForce à Holiday Park. Et oui, mon constructeur préféré est BM, mais mon coaster préféré est un Intamin. Quel est le meilleur coaster que tu as raidé en 2013? Là encore, il s'agit d'Expedition GeForce à Holiday Park, car je l'ai raidé en 2013, mais aussi en 2012, puisque c'est cette année-là que je l'ai découvert. J'ai eu la révélation, et si on allait à Holiday Park? Alors pourquoi EGF depuis tout à l'heure, alors que je dis que mon constructeur préféré est BM et qu'on parle d'un Intamin? Eh bien tout simplement parce que EGF, il est haut, il est intense, il a beaucoup d'airtime. Oui. Bref, c'est vraiment un coaster génial, ce n'est pas pour rien je pense qu'il a été élu parmi les meilleurs coasters par le Mitch Hawker Coaster Poll. Pourquoi EGF a été élu meilleur coaster du monde? Ça, c'est ce que dit le Mitch Hawker Coaster Poll. Et il est vrai que EGF, dernièrement, a eu la première place de ce classement. Alors après, pourquoi? Ça, au final, je ne sais pas. Hein, c'est un avis généralisé des internautes. Et c'est malheureusement le classement le plus fiable auquel on peut se référer pour les coasters. Mais après, pourquoi EGF? Bon, moi, je pense savoir pourquoi. La majorité des coaster fans préfèrent les coasters très hauts, qui ont beaucoup de vitesse et qui ont de l'airtime. Il est vrai que EGF remplit très bien ses critères, hein. C'est un coaster haut avec beaucoup d'airtime, voilà. Les gens préfèrent les airtime et la vitesse aux inversions. Et heureusement qu'ils ne préfèrent pas les baffes. Quel est le meilleur coaster que tu aies raidé hormis EGF? Cette fois-ci, c'est bien un BM dont je vais vous parler, c'est tout simplement The Monster à Walligator. Pourquoi? Bah, déjà, c'est tout simplement mon coaster préféré parmi les coasters français. Et donc c'est un inverted BM que j'aime beaucoup parce qu'il est très intense, les sensations, il n'y a pas de relâche vraiment sur le parcours, il n'y a même pas de frein mi-parcours, mais bon ça c'est autre chose. Du coup une bonne vitesse, une bonne fluidité, tout en étant assez violent et vraiment sensationnel, c'est vraiment un coaster qui m'a conquis dès la première fois que je l'ai fait. Ton attraction préférée sans les coasters? Alors là ça va être un peu compliqué. Déjà, quel type d'attraction? J'arrive pas toujours à dire quel type je préfère. On va répondre plus simplement en disant quelle est mon attraction préférée par type d'attraction. Alors, en Dark Ride, je dirais Buzz. J'ai eu la cible cachée! Buzz à Disneyland. Sinon, j'aime beaucoup les Flume et les autres attractions aquatiques. Donc, Menhir Express, Cheyenne River sont des attractions que j'aime beaucoup. Hormis les coasters, et après il y a les flat rides, mais bon ça, j'en fais pas beaucoup parce que tous les flat rides ne sont pas bons à prendre. Une freefall classique, c'est bien. Un flat ride gerbatif comme une Enterprise, je suis moins fan. Pour conclure, comme je préfère les Flume au Dark Ride et que les flat rides c'est pas toujours ça, je dirais que mon attraction préférée, hormis les coasters, ça pourrait bien être Menhir Express au parc Astérix. Pourquoi la vitesse de Tonnerre de Zeus change tout le temps? Tonnerre de Zeus, il vieillit un peu. Il date de 1997. Tonnerre de Zeus est donc un vieux coaster. Après, un coaster vieillissant mais bien entretenu
n'a pas forcément de si grosses répercussions sur son comportement. Mais bon, dans le cas de Tonnerre de Zeus, l'entretien n'a pas forcément été en sa faveur et maintenant, les roues sont mal ajustées au parcours, il y a de grosses vibrations, de gros à-coups et c'est ça qui fait perdre de plus en plus de vitesse à notre cher Tonnerre de Zeus. Quand est-ce que les trains de SMM2 vont être changés ? Je ne bosse pas à Space Mountain Mission 2, donc malheureusement j'en sais pas plus. Mais des informations que j'ai eues, les trains de Space Mountain devraient être changés début 2015. Quels sont les différents types d'inversions existantes ? Changent-elles de nom en fonction du constructeur ou du type de coaster ? Alors là, ce serait une question un peu compliquée parce que des inversions, il en existe beaucoup. Alors on va se servir de No Limits pour faire un listing de ces différentes inversions. Bienvenue dans ce lexique des inversions pour la FAQ. Et oui, j'utilise No Limits 1 et pas 2 et j'utilise le micro de mon PC. C'est plus simple pour les prises de vue. Donc on va commencer avec les inversions simples et parmi les inversions simples, la plus simple des simples, le vertical loop, plus communément appelé loop. Donc un loop, c'est très simple à présenter. Voilà, c'est une boucle verticale où on est complètement à 360 au sommet. Il s'appelle loop, peu importe le constructeur. Donc là, vous voyez, ici on est sur les BM, et c'est un loop tout ce qu'il y a de plus classique. Un deuxième grand classique de l'inversion, le corkscrew, qui veut dire tire-bouchon en anglais et qui tient son nom du fait que l'inversion en elle-même forme un tire-bouchon. Surtout qu'il y en a plusieurs, donc là c'est la spécialité de Vekoma, de mettre deux corkscrews à la suite. Chez BM, les corkscrews s'appellent toujours corkscrews, mais ils ont le sommet resserré et ne se trouvent pas à la suite. Ils peuvent se trouver soit à deux portions différentes, soit entrelacés. Alors ça c'est une spécialité BM, les interlocking corkscrews. Sur un inverted coaster, le corkscrew s'appelle flat spin, tout simplement du fait que le sommet de l'inversion est souvent aplati, notamment dans le cas de BM, pour avoir une rotation plus rapide au sommet de l'inversion. Dans les inversions un petit peu plus compliquées, nous avons le dive loop. Alors, qu'est-ce qu'un dive loop, me direz-vous ? C'est ça, c'est donc une remontée en virage qui se retourne au sommet et qui se termine en demi-boucle. On plonge dans la demi-boucle, d'où le nom dive loop. Mis à part ça, cette figure est issue des acrobaties aériennes, c'est l'origine du dive loop. Le sidewinder est une variante plus ou moins du dive loop, variante Vekoma ou Arrow. Alors le sidewinder est pris dans l'autre sens. Si on voulait vraiment le prendre dans ce sens-là, qui est le sens du dive loop, on appellerait ça un reverse sidewinder. Donc un sidewinder est une inversion équivalente au dive loop, où en fait on entame la demi-boucle et on se termine en demi-corkscrew. Ça fait très mal, c'est ce qu'on trouve sur Space Mountain Mission 2 par exemple. On retient bien la baffe au sommet. L'Immelman, qui consiste en une espèce de dive loop pris dans l'autre sens, et qui lui pour le coup est pris dans le même sens que la variante Vekoma, le sidewinder, mais n'est pas tout à fait de même conception, puisque dans un Immelman, on monte en demi-boucle, on ressort quasiment dans le sens opposé de l'entrée. Donc on a un angle en fait entre l'entrée et la sortie qui est complètement différent, qui n'est pas de 90 degrés comme le sidewinder. L'Immelman tient son nom d'une figure d'acrobatie aérienne, comme le dive loop, sauf que là le nom est justifié. Immelman c'était le nom de l'aviateur allemand Max Immelman, qui a inventé ce retournement lors de la Première Guerre mondiale. Le zéro gérole, inversion très répandue chez BM, un peu moins chez d'autres constructeurs, mais bon, BM n'est pas non plus le seul à faire des zéro gérole. De conception très simple à expliquer, prenez une bosse. Vous avez une bosse, c'est ce qui est plus joli, et ajoutez un retournement au milieu, un retournement qui suit la Hortline, j'expliquerai mieux la Hortline quand je parlerai d'une autre inversion, et vous avez votre 0G roll, qui tire son nom du fait qu'on est censé ressentir 0G dans l'inversion. L'Hortline roll, une inversion un peu moins courante que les autres, alors là vous voyez que j'ai pris l'éditeur et non pas le simulateur, pour mieux vous illustrer en fait que représente la Hortline, puisqu'elle rentre vraiment en jeu dans l'Hortline roll. Donc vous voyez la ligne jaune qui est sous les rails, c'est la Hortline.
est une ligne imaginaire qui représente à peu près, qui est à peu près située à ce qui est la ligne de cœur en fait, qui est à peu près représentée sur le cœur des passagers. Donc c'est ligne de cœur Archline en anglais. C'est ce qui est utilisé comme centre de gravité par la plupart des concepteurs, et dans le cas du Northline Roll, on a le rail qui tourne autour de notre Archline. Archline Roll, à ne pas confondre avec l'Inline Twist, qui est l'inversion, on va dire, parfaitement opposée. Passons ensuite aux doubles inversions. Donc on va commencer par le Batwing, connu pour faire très mal dans un coaster nommé Goodurix chez nous. Et oui. Le Batwing, prenez un Sidewinder inversé et couplez-le à un Sidewinder. Vous avez un Batwing. C'est une inversion qui change de nom en fonction du constructeur. Vekoma l'appelle Boomerang, Arrow l'appelait Kamikaze Curve. C'est BM normalement qui donne l'appellation Batwing et qui n'existe que sur des Inverted dans le cas de BM. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette inversion. On peut rajouter que chez Vekoma et chez Arrow ça fait mal, mais bon ça, c'est, on va dire, c'est du détail comparé à la forme de l'inversion. Le Butterfly, alors ça c'est une inversion très particulière, il n'en existe que 2 au monde, c'est Vekoma qui conçoit ça. Alors c'est globalement constitué de 2 boucles, hein, voilà, 2 boucles. Et en fait, à chaque angle vertical, le rail twist de 45 degrés. Et donc la manœuvre est répétée 2 fois. Butterfly, Vekoma, ça fait très mal. Malheureusement, sur les 2 exemplaires, nous on en a un. Et Goodurix, c'est de loin l'inversion la plus foirée. Le Cobra Roll, une inversion que vous connaissez peut-être si vous regardez mes vidéos, parce que c'est une inversion que j'aime beaucoup. Et oui, la forme rappelle vaguement une tête de cobra si on le regarde de face. Et donc, vous prenez un demi-loop, vous mettez un creux formé de 2 corkscrews et une redescente en demi-loop, vous avez votre Cobra Roll, vous repartez dans la direction opposée de la direction dans laquelle vous êtes entré dans l'inversion. Une inversion généralement très intense si elle est bien conçue, intense tout du long, que ce soit dans l'entrée, dans le creux, dans la ressortie. C'est BM qui est champion en matière de Cobra Roll, Vekoma en fait, c'est beaucoup moins glop. Un Cobra Roll qui repartirait dans la même direction que l'entrée, ça existe mais ça ne s'appelle plus Cobra Roll, ça s'appelle un Rollover. Une inversion là aussi que vous connaissez si vous connaissez Rock'n'Roller Coaster, et oui c'est l'exemple le plus connu de Rollover. Donc là c'est un demi-loop, un demi-corkscrew, un autre demi-corkscrew mais dans l'autre sens, et un demi-loop. Une inversion qui finalement donne une impression très fluide, tant la transition entre les 2 demi-boucles se fait dans un roulement continu, constant, si l'inversion est bien conçue, mais ça c'est la version Vekoma. Après c'est peut-être la meilleure inversion qu'a fait Vekoma à ce jour. Chez BM cette inversion existe, elle s'appelle 6 serpents, elle n'est pas conçue de la même manière, un seul coaster en possède un, je ne l'ai pas testé donc je ne pourrais pas vous donner mon avis. C'était le tour des principales inversions, il en existe d'autres mais qui sont beaucoup moins courantes, par exemple le Bounty qui est un Batwing mais dans l'autre sens, voilà. Là j'ai pas d'exemple sous la main. C'était donc un petit glossaire d'inversion. Maintenant pour plus de détails je peux vous inviter à vous rendre sur d'autres sites tels que Coaster World ou même Wikipédia qui donne déjà une bonne base en inversion, je trouve. Prends-tu toujours autant de plaisir à rider certains coasters après des dizaines et des dizaines de rides? Chain Ride. Qu'est-ce que je viens de faire? Le Chain Ride. Et oui, c'est comme ça que certains d'entre nous appellent ça, faire un seul coaster plusieurs fois d'affilée, avec des records impressionnants comme 48 rocks en une journée, encore 42 fois le twist, 27 fois The Monster, bref j'en passe. Il est vrai qu'il fut un temps où j'étais un grand Chain Rider, il me reste même des petits côtés où j'aime bien faire les coasters plein de fois. Et sinon, pour répondre à la question, non, je ne m'en lasse pas. Enfin, du moins, pour les coasters les plus importants, non. Donc EGF, je peux le faire plein de fois. The Monster, je peux le faire plein de fois. Osiris, je peux le faire plein de fois. Par contre, c'est vrai que Rock, maintenant, c'est passé. Mais globalement, je peux enchaîner les coasters un nombre plein de fois, sans risquer d'être blasé, d'être là. C'est mou. Non. Ressens-tu encore des sensations fortes dans les attractions de Disneyland? À vrai dire, plus beaucoup. Space, il est sympa, mais
fait un peu mal, donc ça casse un peu la sensation. Indiana Jones, pareil, il fait un peu mal, mais il est trop court. BTM, c'est pas trop pour les sensations qu'on le fait, mais bon, finalement c'est peut-être lui la meilleure attraction de Disneyland que je fais pour le moment. Rock, la sensation d'ennui, c'est une sensation. Allez, Crush Coaster est sympa. Ton parc d'attractions préféré? Alors, parmi les parcs que j'ai fait, je pense que je pourrais dire le parc Astérix. Bien que j'hésitais à dire Holiday Park, mais ce qui me pousse à dire le parc Astérix et non Holiday Park, c'est tout simplement l'offre d'attractions qui est un peu plus importante avec plus de coasters au parc Astérix, parce qu'à Holiday Park, en coaster, on en a surtout un, on a EGF. Même s'il est vrai qu'on a d'autres attractions sympas. On a le Flume qui est très fun, ou on a le Star Flyer, une très bonne découverte, très relaxant d'ailleurs, plus que intense comparé à des chaises volantes classiques. Mais voilà, je pense que le parc Astérix a un peu plus de place, parce qu'il a deux coasters vraiment qui sont quand même très bons. Même les autres, bon, Goudurix, je sais que les gens ne l'aiment pas, mais bon, moi j'arrive encore à l'apprécier. J'avoue que j'aime bien le courant d'air au premier rang. Puis il y a d'autres attractions sympas, il y a Menhir Express, le Grand Splash qui me fait bien rire, Oxygénarium, les jeux d'eau douce aussi. Et une théma correcte, sans être trop comme Disney. Et bien que sur ce point-là, Holiday Park était dans un très joli cadre. Celui que tu aimes le moins? Walibi! Qui d'autre? Ah, pour avoir fait un tour dans Walibi Sud-Ouest, et oui, parce que je ne connais pas les autres, enfin si, je les connais mais je ne suis pas allé. Walibi Sud-Ouest n'est pas un parc très enchanteur. C'est sûr qu'en coaster, on a un boomerang, et c'est la meilleure attraction du parc. Voyez le niveau, un modèle de série Vekoma qui fait un bruit de caddie hyper U quand on le ride dans le Cobra Roll. Un coaster qui donne envie de faire ses courses donc. Et sinon, la panoplie d'attractions de Walibi Sud-Ouest est bof. L'ambiance dans le parc, ils ont essayé de faire un truc avec les groupes de musique et tout. Il y a des musiques du coup, mais bon, on sent que c'est pas très accrocheur. Non, c'est pas vraiment le parc qui fait envie. Si j'y suis allé, c'est surtout que j'étais en vacances et pas très loin du parc. Donc j'en ai plus profité du fait que j'étais pas loin que j'avais pas plus envie d'y aller que ça sinon. Pourquoi tu ne visites pas plus de petits parcs? Déjà les petits parcs, faut y aller. C'est bête à dire, mais les deux parcs les plus proches de chez moi sont tous assez gros. Entre Disneyland, qu'on ne présente plus, et le parc Astérix, finalement tous les autres parcs sont plus loin. Même le jardin d'acclimatation qui est un tout petit parc qui fonctionne au système, même pas, c'est un système à part, on paye l'entrée et on paye les attractions, donc déjà ça ne me plaît pas. Et surtout il se trouve de l'autre côté de Paris. Sinon, pour les autres petits parcs, le parc Saint-Paul, où je suis quand même allé en 2012, pour là où c'est, ça vaut pas vraiment le coup, quoi. Autant je veux bien faire de la route pour des parcs, mais il faut que le parc ait un minimum de bonnes choses à proposer. Ou Alligator, c'est loin, mais il y a The Monster. Le Bal, c'est loin, mais il y a le Twist, qui malgré sa petite taille est excellent. Le parc Saint-Paul, pas grand-chose, désolé. Bien que quand j'y suis allé en 2012, j'ai passé une très bonne journée, parce que bon, les petites attractions sont ce qu'elles sont, mais vu qu'il n'y a jamais personne, au moins on peut les enchaîner en boucle. On a fait le tour du parc 15 fois, on a fait 10 fois chaque attraction, on y a passé une bonne journée. Mais bon, c'est loin, faut payer, ça coûte en essence, en péage, et oui, il y a un péage pour aller au parc Saint-Paul. Et sur l'offre que propose le parc, c'est pas forcément très rentable. C'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de petits parcs. Après, si une occasion se présente pour faire un petit parc, là, pourquoi pas? Vas-tu essayer le nouveau Mack à Nigloland? Eh ben, c'est prévu. Et oui, ce nouveau coaster a l'air bien sympa. Déjà, un méga coaster Mack, c'est le nom du modèle. Un méga coaster Mack en France, c'est le premier. Tous les méga coaster Mack sont plutôt sympathiques. Et donc, j'ai bien envie de le rider, ce nouveau Mack de Nigloland. Et même qu'il y aura une vidéo, et je ne serai pas tout seul. Comptes-tu aller aux États-Unis pour tes vidéos? Eh, si vous me payez le billet d'avion, je veux bien. Sinon, ça va être un peu compliqué. Les États-Unis, c'est loin. Les États-Unis, ça coûte cher. Par contre, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a plein de bons parcs, dont le parc qui m'attire le plus, Six Flags Magic Mountain, avec le coaster qui m'attire le plus, Tatsu.
Mais malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que je pourrai avoir la chance d'y aller. Après, si un jour j'ai la chance de pouvoir y aller, oui, là, il y aura des vidéos. Quel est le meilleur parc d'Europe? Alors là, ça va être difficile de répondre. Je suis pas encore allé partout en Europe. J'aimerais bien. Avant les États-Unis, c'est une première étape. L'Europe, c'est beaucoup plus proche. Mais oui, malheureusement, je n'ai fait que très peu de parcs à l'échelle européenne. Hein. J'ai fait que des parcs français en Europe. En sortant de la France, je n'ai fait que Holiday Park pour l'instant. Donc le meilleur parc d'Europe, si on se base sur les avis, il y a plusieurs parcs qui pourraient prétendre à ce titre. Il y a Europa Park d'un côté, pour sa thématisation européenne très réussie. Là, je ne peux rien dire parce que je ne l'ai pas fait. Il y a Alton Towers, qui a plein de coasters, plein de très bons coasters, notamment pas mal de prototypes. Le premier Flying BM, il est à Alton. La première Dive Machine BM est à Alton. Bref, Alton Towers, un parc assez innovant en matière de coaster et dans un magnifique cadre. Sinon, il y a Port Aventura, mais bon, la gestion de ce parc ne m'attire pas. Autant pour les coasters, c'est peut-être vrai, et Shambhala a été élu meilleure nouveauté 2012, mais bon, le reste du parc ne m'attire franchement pas. Du coup, quelqu'un me posait la question, est-ce que j'ai déjà été à Europa Park? Vous l'aurez compris, non. Mais peut-être que ça se fera. Wait and see, c'est en projet. Le projet de Mirabilandia est-il décidé? Le projet est en projet. Il n'est pas plus décidé que ça, mais il est maintenu. On n'a pas oublié Mirabilandia, ça reste un parc qui m'attire beaucoup. Peut-être que mon Inverted BM préféré pourrait être celui-ci, celui de Mirabilandia. Mais bon, maintenant il faut trouver le temps et il faut trouver l'argent. Parce que l'air de rien, c'est loin et ça coûte des sous. Mais si on peut y aller, là, grand bonheur avec Katoon et High Speed aussi. Et oui, il n'y a pas qu'un super Inverted BM, il y a aussi un très bon launch à la Sémintamine. Mais voilà, nous ne sommes pas plus avancés pour l'instant pour le projet Mirabilandia. Comment as-tu connu Trollolo? C'était en hiver 2013. À l'époque où j'étais un peu plus Disney fan que maintenant, je traînais sur le forum DCP, Disney Central Plaza. Et c'est sur ce forum que nous sommes connus dans un premier temps, en se parlant sur le forum, puis par message privé. Puis il y a eu un meeting d'organiser sur le forum, où on s'est inscrits tous les deux, et c'est là qu'on s'est vus pour la première fois. Puis ensuite on a continué à se voir, et voilà comment j'ai connu Trollolo. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Dinorel. Bonjour. Hop là, alors. On s'est sorti les mots. Ça, on n'a pas perdu l'esprit. Je vous laisse, faut que j'aille prendre un train. Moi, faut que j'aille à ma cuisine. Au revoir, Trollolo. Non, mon vrai prénom, et certains l'ont déjà entendu dans mes vidéos d'ailleurs, c'est Olivier, et je ne m'en cache pas. Je m'appelle Olivier, c'est un prénom quoi. Un prénom très classique, que d'ailleurs je n'aime pas toujours moi-même, mais bon, finalement, on est bien comme on est soi-même. Quel âge as-tu? 21 ans. Tu es né dans quelle ville, quelle région? Je suis né à Charenton-le-Pont, et ça n'a aucune importance parce que je n'habite pas à Charenton-le-Pont. Mais enfin, j'habite donc en Île-de-France, en région parisienne, dans une petite ville du Val-de-Marne limitrophe de Seine-et-Marne, mais par contre je ne dirai pas le nom de la ville, je m'arrêterai au département, je dirai juste que c'est une petite ville du Val-de-Marne. Tu as fait ou fait quoi comme étude? Alors j'ai fait un BTSA SER, service en espace rural, BTS qui a maintenant été réformé puisqu'il s'appelle DATR, développement et animation des territoires ruraux. Que pense quoi de Walligator? Que pense quoi? Mais ça veut rien dire. Que c'est une personne? Mais si c'est une personne, je ne sais pas ce que peut penser de Walligator. Je ne connais pas ce que. Pour répondre à la question, qu'est-ce que je pense de Walligator? C'est un parc où j'ai toujours passé de très bonnes journées. Donc, malgré que ce soit pas le meilleur parc, ça c'est clair, ce n'est pas le meilleur parc, c'est vraiment un parc où j'aime beaucoup aller à chaque fois, je reviens content de mes visites. Hein. Le Monster, voilà, c'est mon coaster préféré en France, c'est mon deuxième coaster préféré. Et oui, c'est vrai que le parc avait plusieurs défauts, notamment la gestion, hein, les Ledouarins, oulala, je sais même plus dire leur nom, c'est dire que j'ai envie de les oublier. Les Ledouarins géraient très mal le parc, hein, le parc a failli couler, mais maintenant qu'il est géré par une autre équipe qui est beaucoup plus dynamique, qui a plus d'ambition, plus de projets pour le parc,
on peut espérer un avenir beaucoup plus radieux pour celui-ci et peut-être que mes journées à Walligator seront encore mieux que ce qu'elles n'étaient jusque-là. Penses-tu un jour vivre de ta passion? Ce n'est pas en projet. Comme je l'ai dit avant, j'ai fait des études qui ne s'apparentent pas au monde des parcs et des coasters, donc non, je ne compte pas forcément centrer ma vie professionnelle sur ma passion. Une passion en même temps, c'est bien qu'elle reste une passion et qu'elle n'empiète pas trop sur la vie professionnelle, au risque de la dégrader. Veux-tu des Doliprane pour Goudurix, le Voldicar, la Trace du Hura et Space? Du Doliprane, ça ira, dans le sens où j'ai ma petite technique qui me permet d'encaisser assez bien les baffes. Mais par contre, de l'arnica pour la Trace du Hura, je veux bien, et sinon une pizza, parce que ça me guérit un peu de tout. Où achetez-vous les t-shirts Rock'n'Roller Coaster? Alors, ce t-shirt, il a été réalisé sur internet, sur le site Spreadshirt. Il en est de même pour mon autre t-shirt où il y a juste un petit logo Rock'n'Roller Coaster de devant. Et sinon, il y en avait un où il y avait le logo de la version américaine, que lui j'avais acheté à la boutique Rock Around the Shop, donc la boutique de l'attraction, qui est maintenant fermée. Et celui-là, je ne l'ai plus. Je ne sais même pas où il est passé d'ailleurs. Mais voilà, pour les t-shirts Rock'n'Roller Coaster, la plupart je les fais moi-même, hein, puisque sinon ils vendent la version avec le logo américain sur le parc. Comment fais-tu pour aller d'un parc à un autre dans un week-end? Tu es riche? 1 euro s'il vous plaît. 1 euro. Eh ben mon jeune, faut bosser dans la vie. Mais moi, il n'y en a pas la voile d'argent. Toi revendre guitare et toi avoir le lot. Je me considère pas plus riche que ça, par rapport à une population lambda, on va dire. Je suis pas non plus riche. Bon, c'est vrai que j'investis dans les passes pour Disney Astérix, mais c'est tout. Et justement, après, ça me permet d'y aller un peu comme je veux. Et au final, les autres parcs, je les prévois quand même un peu à l'avance, parce que c'est quand même des sous. Et même si j'y arrive, c'est quand même à prévoir, à calculer, à gérer. C'est quand la prochaine fois que tu vas au Futuroscope? Pas de date précise pour l'instant, mais c'est prévu pour 2014. Ça sera sûrement l'été, parce que l'année dernière, on avait passé une très belle journée au Futuroscope en plein été. Il faisait beau, il faisait chaud, il y avait du monde, mais c'est pas grave! Vu la météo et vu comment on s'est éclaté dans ce parc, surtout avec il faut dire qu'on s'est plus amusé avec les jeux pour enfants que les attractions. Mais oui, la journée au Futuroscope a été vraiment excellente, alors c'est obligé qu'on y retourne cette année, ça sera probablement avec le même groupe, et en plus une nouvelle attraction, les lapins crétins. Pourquoi portes-tu ce bonnet horrible? Déjà, ce bonnet n'est pas horrible. Non, j'aime bien ce bonnet, c'est vrai, et je ne le trouve pas horrible. Pourquoi est-il horrible après tout? C'est juste un bonnet avec des cheveux multicolores. Il paraîtrait que c'est mes vrais cheveux, mais chut. Plus sérieusement, il y a un délire avec ce bonnet, un délire qui remonte à 2011, donc loin, très loin. À l'époque où je traînais avec mes anciens amis, plus besoin de les présenter, vous les connaissez. Et oui, on avait eu un délire avec ce bonnet, puisque c'était une époque où on en voyait plein sur le parc, plein de gens le portaient. C'était plutôt des gens un peu corpulents d'ailleurs, donc on avait appelé ça des GPT, des gros avec une perruque tricolore, parce qu'il y a 3 couleurs sur ce bonnet. Donc ça c'est le délire de base, et puis j'ai eu envie de m'en acheter un. J'avais eu envie d'en mettre un. Bon. Envie d'essayer quoi. Je l'ai acheté, et je trouvais que ça me plaisait dans les vidéos à Disney, donc j'ai décidé de le garder. Maintenant c'est un peu une signature pour les vidéos à Disney, mais seulement à Disney, et pas en été parce que ça tient chaud l'air de rien. Comment fais-tu pour aller dans des attractions genre Goudurix ou Osiris après manger? Alors là, c'est une question de tolérance, je pense, et oui, on n'est pas tous sensibles de la même manière aux sensations, aux jets, aux tournis, bref, au final, on est tous uniques, hein, comme on l'apprend très vite en cours de SVT d'ailleurs. Bref, on est tous différents et donc on n'a pas tous cette même tolérance. Et il est vrai que pour ma part, moi j'encaisse très bien les sensations, hein, les jets ça me pose pas de problème, les voiles grises ça me fait pas peur, les voiles noires ça commence à être un petit peu juste, mais bon, au-delà de ça j'aime bien quand c'est trop intense et qu'il y a des voiles, et oui j'aime bien les coasters trop intenses, et oui je suis très peu sensible finalement à tout ce qui est vomi, donc j'arrive à encaisser les attractions, même les plus intenses après manger, sans craindre de relâcher quelque chose. D'ailleurs, j'aurais plus peur de faire une attraction avec le ventre vide que l'inverse. Là, je suis plus sensible. Enfin, une vidéo FAQ ne serait pas une vraie vidéo FAQ s'il n'y avait pas ces questions
qui sont bizarres, complètement what the fuck. Bien ou quoi? Ouais, bien, et toi? Es-tu un pirate? Pas du tout. Capitaine, couteau à pain. Qu'est-ce que c'est que cette question, quoi? Voudrais-tu faire un tour de space avec moi? Encore un moyen de rallonger les files d'attente, la file de ceux qui veulent rider avec moi. Et encore heureusement, je n'ai qu'une seule question de ce genre-là. Et pour répondre sérieusement, si l'occasion se présente, pourquoi pas? Veux-tu m'épouser? Très joli. Merci, Bob, sortez de nulle part. Pourquoi la caméra n'est pas droite? C'est pas avec des boîtes de pizza qu'on cale un appareil photo, hein? Ah bon? Je croyais. Et d'ailleurs, tu as remarqué que l'appareil photo est maintenant droit! Et oui, j'ai réussi à régler ce fichu trépied qui est pas droit de base, en fait. C'est très bizarre. Suffit-il d'être conscient pour se connaître? Alors, c'est une question un peu difficile, mais on va tenter d'y répondre. Alors, ma foi, deux personnes peuvent se rencontrer et se connaître sans forcément être conscientes. Mais si elles sont pas conscientes, elles vont pas se souvenir de s'être rencontrées, donc au final, elles ne se connaîtront pas. Donc, ça n'a pas l'air possible. Ah, j'aurais peut-être une bonne note au bac si j'avais ce sujet-là en philo. Walligator, 12 juillet, toi, moi, possible? Peut-être qu'inconsciemment oui. Non, là je déborde sur la question précédente. Le 12 juillet, comme j'ai déjà répondu avant, je ne planifie pas du tout mes trips à l'avance, et là nous sommes en début février. Et sinon, je crois que le 12 juillet, ça sera tout simplement pas possible. Non pas que je n'ai pas envie de rencontrer mes abonnés, mais la journée n'est pas une journée où je serai disponible. Eh bien, je crois que c'est à mon tour maintenant de répondre à cette FAQ qui n'est pas la mienne. Mais bon, ça m'a fait plaisir et surpris surtout, mais agréablement de voir que certains abonnés s'intéressaient aussi à mon sort. Donc, je ne me présente plus, je suis trop lolo, mais mon vrai prénom, parce que certains s'intéressent à ça, j'ai pas forcément envie de le dire parce que simplement je fais une profession, je suis dans un milieu professionnel où c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sérieux de faire des parcs d'attractions. Bon. Voilà, hein, j'avais dit que j'étais juriste, donc voilà. Pour ceux qui veulent vraiment savoir mon prénom, envoyez-moi un message privé, hein, soit sur ma chaîne directement, ce sera plus simple, ou sur mon Facebook, parce que le nom de mon Facebook est trop lolo. Sinon, je le fais payer, ça vous dit? Comme ça, je me ferai des sous avec mon nom. Donc voilà. Alors il y avait une autre question qui est arrivée in extremis juste au moment où on tournait, qui était savoir le nombre de parcs que j'avais fait et surtout pourquoi je voyageais autant, je crois. Donc j'ai dû faire en tout et pour tout à travers le monde une quinzaine de parcs. Alors si je dois tous les citer en commençant par la France, bien sûr Disneyland Paris, le parc Astérix, Walligator, la mer de sable, le Futuroscope, le Puy du Fou, le PAL. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en France? Je crois que c'est à peu près tout. Ensuite j'ai fait Europa Park il y a aussi quelques années, Holiday Park, ça c'est pour l'Allemagne. En Angleterre j'ai fait Alton Towers, c'était en 2013. Et ensuite les États-Unis, par contre c'est beaucoup plus important, j'ai fait Disney World un certain nombre de fois. Universal Studios, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi là-bas? J'ai fait Six Flags New England, à côté, dans le nord des États-Unis. Et puis j'ai fait Knott's Berry Farm en Californie. Donc voilà, ça fait à peu près une bonne petite quinzaine, tout ça, je crois. Donc de très bons parcs et tout. Donc j'ai vu de très bons coasters. Et pour répondre à la question de savoir si le Bizarro de Intamin Six Flags New England était bien, oui, il est très bien. Pas forcément aussi intense que GF, mais pas loin. Vraiment pas loin. C'est quasiment pareil, mais j'ai peut-être une petite préférence pour GF, mais c'est un très bon Intamin. Et mon prochain parc, c'est dans 15 jours.
soit Hershey Park s'il est ouvert, soit si je vais en Floride, je ne sais pas encore exactement mon programme. Ça sera simplement Universal ou Disney World, et peut-être les deux d'ailleurs, si je me fais plaisir. Donc voilà. Et alors Gary le Fou, pour te répondre directement, si tu me demandais si fin avril je pouvais aller faire un Futuroscope, parce que j'habite tout simplement à côté, si je suis disponible, il n'y a aucun problème, ce sera avec plaisir de passer une journée découverte des abonnés dans le Poitou-Charentes, donc il n'y a vraiment pas de problème. Il faudra voir ça au moment venu, 2-3 semaines avant, pour que je te dise si je suis disponible ou pas. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont posé des questions. Encore une fois, je dis, c'était vraiment pas prévu, mais voilà, c'est avec plaisir que je le fais. Donc merci beaucoup. Et puis, continuez à suivre les vidéos de ce cher Dinrel ou Olivier, parce que maintenant vous savez comment il s'appelle. C'est maintenant la fin de cette FAQ. Merci à vous de m'avoir posé vos questions, auxquelles j'ai pris un certain plaisir à y répondre, notamment pour certaines. Et donc, merci à vous de me suivre sur YouTube, tout simplement. Merci donc à mes 1032 abonnés qui suivent ma chaîne. Ça augmente de plus en plus vite. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo qui sera, bien entendu, à Disneyland Paris. Et n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube en vous abonnant ou me suivre sur ma page Facebook Dinrel Coaster. J'ai fait un fail. À plus.